Alors, nous nous excusons pour ce désagrément dû à un souci d'électricité. Je le disais, on va commencer cette émission en adressant justement nos compassions à nos frères et sœurs de Goma, victimes de atrocités de rebelles M23 soutenus par des troupes rwandaises, mais aussi nous encourageons nos FARDC qui ne cessent de lutter afin de défendre la patrie, de restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, vous le savez, messieurs, dames, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la situation sécuritaire de Goma, dans l'est justement du Congo. Mercredi dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est exprimé quant à ce. Il a lancé un appel au calme à tout le Congolais de tous bords. Alors, l'essentiel de son discours, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, on va décrypter et analyser cela sur ce plateau de CML chez vous. Et pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Alain Bolodjoa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, madame. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci également à vous qui ne cessez de réitérer votre confiance à ce magazine CML chez vous. Bonjour et bienvenue, Daniel Roland-Laye. Bonjour Tania, bonjour à l'invité, bonjour à tous que vous suivez. Très bien. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va s'apaisantir tout d'abord deux affrontements qui ont eu lieu dans la ville de Goma. Depuis lundi, mercredi, jeudi, enfin lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, jeudi. Monsieur Alain Bolodjoa, votre aperçu de choses? Bon, je pense que nous ne devons pas faire une fixation sur Goma. Parce que la situation n'a pas commencé par là. La situation a commencé bien avant. Et nous avons eu à alerter nos amis du pouvoir ainsi que l'opinion nationale sur les vraies intentions de ceux qui sont nos ennemis. Fort malheureusement, déjà dans l'identification, on le considère comme des rebelles soutenus par le Rwanda. Loin s'en faut. C'est vrai, il y a des Congolais là-dedans, mais ce sont des mercenaires utilisés par le Rwanda justement pour mettre en mal la fonctionnalité de l'État, mais aussi nous imposer leur vision hégémonique. Et donc, naturellement, nous devons commencer d'abord à bien les identifier. Deuxièmement, ce n'est pas aujourd'hui que la situation a commencé. La situation a commencé bien avant. La situation a commencé avec la prise de Bunagana et d'autres territoires. Nous avons eu à lancer des alertes et nous nous sommes rendus compte que ce que vous appelez dirigeants n'étaient pas suffisamment sérieux pour comprendre ce qu'il en était. Ils n'ont pas su mobiliser la population dans le sens de le mettre en position de faire la guerre. Ils n'ont pas su disposer en faveur de l'armée le moyen nécessaire pour que nous arrivions effectivement à requinquer cette armée, mais aussi à lui fournir en hommes et en équipement nécessaires en vue de faire effectivement la guerre. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de faiblesses et il y avait beaucoup de décisions contradictoires qui ont été prises pendant que le pays était agressé. Ce qui est surprenant, je vois une sorte de sursaut patriotique juste parce qu'on a pris Goma. Goma, la capitale du Nord Kivu. Non mais oui, ça peut être la capitale, ça fait partie des territoires congolais. Ne donnons pas l'impression comme si notre mission est celle de défendre là où il y a une forte concentration de la population. Nous avons l'obligation de défendre l'intégrité territoriale. 1 mètre carré pris doit effectivement mobiliser tout le peuple. Parce que lorsqu'on prenait Bunagana, d'ailleurs M. Félix était où? À l'Expo Dubaï. Donc il fallait cette même énergie pour Bunagana également. Bien évidemment, parce que si on avait conjugué les mêmes efforts qu'on a tenté de faire, bien que je constate qu'il y a eu beaucoup de faiblesses, on a tenté de faire pour Goma, peut-être que ceux qui sont là n'allaient pas prendre autant d'ampleur. Il fallait frapper dur déjà au départ, avec la même motivation probablement, pour que nous arrivions à décourager ceux qui avaient pris des armes contre nous. Mais nous nous rendons compte qu'on leur a laissé le temps de faire leurs aventures. On les a caressés dans le sens de poil. En ces moments, il y avait plus de fêtes. On a organisé les Jeux de la francophonie. On a organisé les concerts. On considérait que M. Félix était un humain. Il pouvait participer à n'importe quelle forme de fête qu'on organisait. Il s'est distrait et il a distrait le peuple. Et aujourd'hui, on veut nous donner l'impression comme si
ont commencé une nouvelle histoire. Ce qui est encore grave, pendant que nous étions dans une situation d'instabilité, il a eu à faire des déclarations. Madame, vous avez suivi M. Félix Tshisekedi. Qu'a-t-il dit de nouveau? Apparemment, il ne fait que ressasser le même discours. Il ne fait que dire la même chose. Non, de nouveau, le président dit qu'il y aura riposte rigoureuse. Non, mais il a dit à moins d'escarmouches. C'est pas la même chose d'après vous? Il avait promis la guerre. Mais là, il parle de riposte. C'est pas la même chose. Mais est-ce que tout n'est pas question de moyens, comme vous l'avez vous-même dit ici, doter les FARDC de moyens suffisants pour justement affronter l'ennemi? Déjà qu'avec le peu qu'ils ont, ils arrivent quand même à fournir des efforts pour éloigner le plus possible l'ennemi. Là, quand vous dites que le président a parlé de l'escarmouche, aujourd'hui la riposte, tout se reposerait sur les FARDC, mais il faudrait que le moyen les accompagne. Pourquoi tout doit se reposer sur le FARDC? Parce que nous parlons là de la défense. La défense va au-delà de FARDC. Je vous ai dit ici, s'il y avait du sérieux, on allait étouffer dans l'œuf la situation. Le sérieux a manqué à quel niveau? Au niveau de M. Félix Tshisekedi de sa cohorte. Ce sont eux qui ont jeté les fertilisants pour faciliter l'avancée de ce que vous appelez les rebelles. Parce qu'il suffisait seulement d'être sérieux. Tenez, dans son fameux discours captieux, qu'a-t-il dit? Quels sont les moyens qu'il a mis à la disposition? N'est-ce pas qu'il a tenté de vous faire croire qu'il aurait demandé à son fameux gouvernement des invertébrés de prendre des mesures pour faire des coupes budgétaires afin de remplir les caisses? Oui, et réduire les taux alors, de allez voir dans le passé. N'a-t-il jamais dit cela? N'a-t-il jamais promis de réduire les trains de vie des institutions? Même l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, n'a-t-il pas dit cela? Nous l'avons toujours dit. Parce que le déséquilibre financier qui se constate au niveau de l'État justifiait dans une large mesure la situation que nous avons. Comment pouvons-nous expliquer qu'un militaire adjudant de deuxième classe puisse avoir 237 000 francs congolais? Nous l'avons dit, nous avons fait des déclarations, nous avons fait même des démonstrations pour vous dire personne ne pouvait vivre dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais il avait déjà dit avant. Il avait déjà dit. Comment pouvons-nous avoir... Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, nous avons eu le fameux gouvernement de Warrior, avec pratiquement plus de 50 membres du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 membres du gouvernement, avec des ministères qui ne servent pratiquement à rien. Donc il fallait réduire, il faut nécessairement réduire maintenant là. Non, j'ai dit, s'il était suffisamment intelligent dans ces secteurs-là, il devait réduire les charges publiques liées au fonctionnement des institutions politiques. Pour que nous dégagions le gap, afin de permettre à notre armée d'avoir plus de moyens. Et lorsque nous en parlions, qu'est-ce qu'on nous a dit? Non, voilà, il y aurait une loi de programmation avec 1,450 milliard. Et nous vous avons démontré cette loi de programmation commencée de 2022 à 2024. Et ça fait pratiquement 400 et quelques millions de dollars l'an. Pour une armée en guerre, maman. Ils ont pris tout le temps dans le loisir. Et c'est maintenant là qu'il faut... Et même pendant qu'ils constatent qu'il y a un problème, aucune mesure sérieuse n'a été prise. Tous les temps dans les loisirs ou dans la diplomatie d'abord, ce que le régime a d'abord voulu oser tenter? Non, mais apparemment, ils ont la chance de distiller leurs mensonges grossiers et vous vous laissez emballer dans ça. Quelle diplomatie? Lors des assises du Conseil de sécurité, il y a eu combien de pays qui nous ont soutenus? 2. Cette diplomatie n'a servi à rien. C'était une diplomatie agitée qui servait juste à M. Félix Tshisekedi de prendre des photos. Il n'y a pas eu d'avancée. On n'a pas convaincu. Et même dans cette démarche incongrue, nous ne sommes pas arrivés à avoir une politique diplomatique en tant que telle. Nos ambassades n'ont pas été mises en contribution. Les autres institutions n'ont pas agi tel qu'il se devait. On voyait juste M. Félix Tshisekedi aller ici et là, faire des photos, mais au finish,
il n'y a pas de retombées. Parce que dans la diplomatie, ce n'est qu'un instrument de la politique globale. Et il a réussi à arracher la condamnation, enfin, les sanctions contre les M23, la condamnation pointée du doigt le Rwanda, démystification de Paul Kagame comme agresseur, justement, c'est lui qui est en train de soutenir... cette rébellion-là dans la partie est. Madame, j'espère que vous avez pris le soin de lire l'accord d'Addis Abeba 2013-2014. Qu'est-ce qui est dit là-bas? N'est-ce pas qu'on a pointé du doigt le Rwanda? Ne savez-vous pas que la Grande-Bretagne, le Canada et certains autres pays ont eu à sanctionner le Rwanda qui dépend financièrement de ces pays-là? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ne donnons pas l'impression que le fait qu'on cite les noms de Kagame, que ce sont des avancées pour nous. Quel est ce pays qui peut aujourd'hui nous dire qu'il est prêt à nous soutenir? Mais est-ce que vous n'estimez pas que Kagame s'est retrouvé coincé aujourd'hui? Coincé en quoi? En quoi, madame? L'essentiel des financements continue à tomber sur son assiette. En quoi? En quoi? Qu'avons-nous constaté? Mais ce Kagame a enregistré plus d'investissements étrangers maintenant qu'avant. Il y a plus d'investissements aujourd'hui qu'hier. M. Kagame est plus convoité ou sinon soutenu par ce que nous appelons les grandes puissances aujourd'hui qu'hier. Allez voir, de 2019 à 2023. Ils ont enregistré plus de 5 milliards de dollars en termes d'investissement extérieur dans leur pays. On est en train de vous vendre du vent. Ce qui est vrai. Je sais que le Rwanda ne sert que de bras séculier des intérêts des étrangers. Ce n'est pas seulement l'Occident. Il y a même certains pays de l'OPEP qui profitent de la situation. Parce que quand le Rwanda exploite de l'or, le Rwanda ne transforme pas l'or. Le Rwanda vend son or ou l'or qu'il prend chez nous dans certains pays. Et quand vous regardez par rapport à la cartographie de leurs exportations, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Ce sont ces pays qui profitent de la situation. Et ce sont ces pays-là qui servent de bras séculiers aux intérêts des Américains. Rwandair. Et essentiellement, les actifs du Rwanda sont essentiellement constitués de apports de Qatar, d'Émirats Arabes Unis. Ils ont près de 50%, je dirais 49%. L'aéroport international de Kigali a été financé à l'auteur de 60%. C'est-à-dire que ce sont ces pays-là qui tirent les dividendes. Mais nous, de notre côté, en dehors de la naïveté de ce que vous présentez comme solution, je ne vois rien. Aujourd'hui, avant que nous tombions dans ces pièges de manque d'intelligence. Mais nous sommes allés vers l'Angola. Apparemment, l'Angola était prêt à nous soutenir. Et M. Félix Tshisekedi, manquant de tact, il a soutenu l'idée de faire de l'Angola facilitateur. En semblant oublier que si l'Angola devient facilitateur, naturellement, l'Angola ne peut plus intervenir militairement. Aujourd'hui, il compte sur l'Afrique du Sud. Il donne l'impression d'avoir l'intention d'aller vers BRICS, en oubliant que lui-même a eu à faire des déclarations contre la Russie, contre la Chine, lorsque les autres avaient l'intention de nous soutenir. C'est-à-dire que nous sommes là devant un guet-apens. Ce sont les erreurs du passé de M. Félix Tshisekedi qui nous mettent à genoux. Et vous pensez qu'il y a des avancées. Il n'y a pas d'avancée, nous reculons, il y a régression. Et c'est nous qui subissons. Voilà. Il n'y a pas d'avancée, c'est ce que vous dites, M. Alain Bolodjoa. Mais aujourd'hui, parce que cette communauté, elle est hypocrite et que c'est eux qui prêtent main forte au Rwanda, n'est-ce pas que la solution finalement de la RDC ne viendra que de l'Afrique? Non, mais ne viendra que de Congolais, accompagnés par des États amis que nous pouvons créer. C'est vrai que dans la diplomatie, il n'y a pas d'amitié. Mais ce qui est vrai, au regard des intérêts croisés, on peut créer des circonstances d'amitié. Voyez-vous? Et ce qui est vrai, vous qui vous lamentez de l'attitude hypocrite de la communauté internationale, sachez-le très bien, tous les États vivent hypocritement. Vous ne trouverez jamais un État venir avec des yeux doux sans un agenda.
tous ces États-là ont naturellement l'intention de profiter de nous. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à être hypocrites? Pourquoi nous focalisons-nous sur le mensonge grossier de Félix Tshisekedi? Répondons à l'exigence. Est-ce que le problème ne serait pas les accords dont on nous parlerait de 2019 et 2012, d'où le problème? De 2009. De 2009 et 2012. Oui, mais avez-vous déjà entendu le M23 en parler? Ces fameux M23. Avez-vous déjà suivi ces rebelles-là où c'est que vous... Mais qu'est-ce qui motiverait leur agression? Non, mais justifie les accords signés avec Félix Tshisekedi. Il parle plus de ces accords-là que ce qu'on nous présente. Parce que déjà, le fait que ceux qui vous dirigent sont des menteurs patentés, ils ne vous disent pas la vérité. Au départ, ils ont dit que M. Kabila n'avait pas respecté les accords. Mais après, Félix Tshisekedi a eu à cristalliser ces accords en signant de protocoles d'accord ou des accords justement pour répondre aux exigences de ces gens. Et au-delà de ça, il y a un agenda du Rwanda qui est porté, n'est-ce pas, par ces fameux M23, qui du reste voudrait assez que nous reconnaissions la nationalité, assez que Félix Tshisekedi appelle nos frères, on leur reconnaisse la nationalité d'origine, que l'on accepte, que l'on déverse 300 000 personnes de nationalités douteuses chez nous, parce qu'ils considèrent que ce sont des réfugiés au Rwanda. Ils veulent assez que nous exploitons ensemble nos ressources, et c'est ce que Félix Tshisekedi a signé. Ils veulent assez que le Rwanda puisse avoir un regard sur les dispositifs sécuritaires chez nous en vue de lui faciliter de neutraliser les FDLR qui n'est en réalité qu'un prétexte. Parce qu'aujourd'hui, même si nous arrivons à tuer tous les FDLR, la guerre ne va pas s'arrêter. Parce que le Rwanda tire des dividendes de cette réalité, d'autant plus que c'est le Rwanda lui-même qui entretient le même FDLR en vue de justifier sa présence chez nous. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est d'occuper notre territoire, c'est de créer les conditions de la balkanisation, de déclarer l'autonomisation de ces zones occupées. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi nous faisant entrer dans EAC, il a planté les décors, et par la suite, faire une sorte d'annexion. Ils sont dans cette logique-là. Et c'est nous, par contre, qui empêchons à ce que cela n'arrive parce que Félix Tshisekedi avait tout cédé. Je tiens à vous rappeler, en 2022, M. Félix Tshisekedi a envoyé l'un de ses agents, Claude Ibalanke, à Kampala, pour signer un accord avec Bertrand Bisimwa, le chef militaire du M23. Il a signé. Alors, demandez à Félix Tshisekedi, à Nairobi, lorsqu'on lui dit la réinsertion du M23, lorsqu'on lui dit la création de cadres et de dialogues, ça veut dire quoi? Il a tout cédé. Il a tout cédé. Vous avez dit que lui, le président aurait tout cédé et que c'est vous qui empêchez la matérialisation de cela. En quoi faisant? Non, mais nous conscientisons la population parce qu'il y a eu... il s'est ressaisi à un certain moment. Voyez-vous? Parce que quand nous faisions pression, vous prenez le docteur Mukwege, quand il faisait pression par rapport à la situation, la loi, le rapport mapping, c'était dans ces cadres. Lorsque nous insistions sur la responsabilité du Rwanda, pendant qu'on nous disait Yonane Oya Kagame, vous vous en souvenez, c'était ça. Lorsque nos amis de la diaspora faisaient pression pour dire à l'Union européenne que c'est l'Union européenne qui entretenait le Rwanda et par ricochet la situation de guerre, c'est tout ce que nous avons mené comme action qui a fait que M. Félix Tshisekedi puisse se ressaisir et prendre une autre position. Mais dans cette position-là, on se rend compte qu'il ne peut pas. Parce que justement, il est bloqué par des accords dûment signés par lui-même. Et donc, naturellement, ce que nous devons faire, c'est de chercher à trouver la vraie solution. La vraie solution n'est pas de piller les ambassades. Voyez-vous? La vraie solution n'est pas de piller les supermarchés. Ce sont eux qui ont organisé ça. Eux-mêmes. Ils ont organisé ça dans l'espoir. Quoi? Ils ont organisé ce qui s'est passé.
c'était des marches de soutien que le peuple s'est pris en Non, charge. mais madame, marche un de peu soutien comme dans un supermarché. ça, c'est ce qu'on a condamné, mais l'idée de départ, c'était pas d'aller piller. L'idée, c'était de marcher pour soutenir les FARDC. Vous pensez qu'ils n'avaient pas l'intention de piller? Pensez-vous vraiment? C'était une journée ville morte déclarée officieusement. Déclarée par qui? Officieusement, c'est une journée ville morte. Madame, déclarée par qui? Monsieur Bolodjoa, le Congolais, le Quinois, quand ils se sont déversés non, dans mais la attendez, rue, les Quinois ont fait une déclaration déclarant une ville morte. Il y a eu, ça a circulé, c'est pourquoi j'ai dit non, c'était de façon Madame, officieuse. C'était pas de façon officielle. Madame, par qui? Mais par ils se sont pris en charge. Non, mais par qui? Mais la population s'est pris en charge elle-même pour en marche au soutien au FARDC. Madame, les Quinois. Les Quinois. Les Quinois, c'est quoi? C'est une organisation? C'est les résidents de Kinshasa. En bon, ils ont déclaré, ils ont organisé une marche. Ils se sont mobilisés dans chaque... Ils se sont mobilisés comment? Parce qu'il faut qu'il y ait une organisation. Mais comment vous arrivez à tirer la conclusion Madame, sur laquelle c'est le cadre d'un parti politique aller vers un ministre pour avoir le moyen d'organiser cette activité. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Ils ont reçu l'argent, ils ont eu à mobiliser, il y a des vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Eux-mêmes font des déclarations disant que nous allons organiser telle activité pour ceci. Ils l'ont dit, madame. Alors, pourquoi voulez-vous voiler cette réalité? Ils ont organisé, mais l'heure est au bilan. Nous devons faire le bilan de ce qu'il y a. C'est vrai, la population a ras-le-bol. La population est en colère. Mais cette colère devait être orientée vers les institutions. Parce que la chute de Goma met en surface la responsabilité politique. Il y a des gens qui n'ont pas voulu soutenir nos militaires. Ces jeunes vaillants qui sont allés se battre au nom de l'intégrité territoriale et de la dignité nationale. Ils ont été trahis par le haut commandement de l'armée. Ça, ce sont des vérités. Comment pouvez-vous comprendre que tous les commandements puissent quitter la ville alors que les autres militaires étaient encore en opération? Nous avons vu des jeunes se battre, peut-être sans appui. Et ce qui est surprenant, tout le monde savait qu'on allait attaquer Goma. Tout le monde, sans exception. Nous tous nous étions informés. Tout le monde savait que ces voyous-là du M23 s'organisaient justement pour attaquer Goma. Tout le monde le savait. Mais les décisions qui ont été prises ont été des décisions contradictoires. Et c'est pendant ces temps-là que le gouverneur militaire a été assassiné. Alors la grande question, quel est le niveau de l'enquête? On doit établir des responsabilités. Daniel Roland-Laye. Alors, M. Bolodjoa, justement, le président Tshisekedi, dans son discours, dans cette adresse à la nation, il a parlé de poste. Est-ce que si c'était un terme vraiment diplomatique, question d'apaiser les esprits, au moment où la RDC continue les négociations au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour ne pas donner l'impression que la RDC aussi est dans la même peau que le Rwanda, c'est peau de la guerre au détriment de la paix et de la diplomatie. Non, mais je ne sais pas comment on perçoit les choses. Vous savez, la guerre n'est pas une bonne chose, n'est pas une mauvaise chose en soi. La guerre n'est pas une mauvaise chose en soi. Si la guerre était une mauvaise chose, le constituant n'allait pas créer l'armée. Il n'a pas déclaré la guerre. Il n'a même pas l'intention de déclarer la guerre. Il n'a même pas la capacité de déclarer la guerre. Et les gens pensaient que M. Félix Tshisekedi a déclaré la guerre. Non, pour déclarer la guerre, il y a des conditionnalités. Il fallait d'abord consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Cela n'a pas été fait. Il fallait passer par le Parlement. Cela n'a pas été fait. Donc, naturellement, il n'avait pas la capacité de le faire. Même s'il est déclaré, il n'a pas la capacité d'orienter les actions pendant une période de guerre. Madame, un jouisseur ne peut pas faire la guerre. Ne peut pas faire la guerre. Il était où pendant on attaquait Goma? Vous voulez nous dire qu'il n'y aura aucune solution concrète? Non, il y a une solution. Mais la solution... De la part de ces régimes, ils ne feront rien. Non. Mais la ministre, désolé Daniel Roland-Laye, il a dit, si la ministre des Affaires étrangères dit tout haut dans un conseil que si et seulement si la communauté internationale ne se décidait pas, ne prenait pas de bonnes résolutions, oui. La rue ici va s'en occuper. S'en occuper, c'est-à-dire?
La rue qui n'a pas d'âme, la rue qui n'a pas de conscience s'en occupera. S'en occupera, c'est-à-dire, elle doit être claire. Ça c'est du sensationnel, madame. La rue s'occupe de quoi? Parce que la rue à Kinshasa va s'occuper de quoi? Du pillage, non? Non, de marches. Des actions ciblées. Non, mais les marches ne vont pas résoudre la... S'il vous plaît, madame. Les marches ne vont pas résoudre la question sécuritaire. Les marches font pression. Et d'ailleurs, en règle générale, la rue s'attaque généralement contre le pouvoir. La rue ne s'attaque pas contre les agresseurs. Quand la rue se manifeste ou s'exprime, on touche quoi? L'ordre public. Ici à Kinshasa, c'est pas Goma qui organise la marche. Nous devons mobiliser notre peuple. Nous devons requinquer notre armée. Nous devons doter à cette armée le moyen. Nous devons avoir un commandant en chef aguerri. En réalité, si M. Félix Tshisekedi était suffisamment sérieux dans ce qu'il fait, il devait annoncer sa démission. Parce que c'est lui qui constitue le facteur bloquant. Ça ne va pas empirer la situation. Non, nullement. Si le président annonce sa démission, et alors? Ça va favoriser les camps de l'ennemi. Oh, mais sa présence favorise les camps de qui? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que nous avons un problème du commandement? Non, mais effectivement, c'est ce que je vous dis. Parce que j'ai vu les vaillants militaires se battre au front. Parce que des fois, quand les gens disaient on n'a pas une armée, on n'a pas... Non, on a une armée, mais qui manque de commandement. Comment pouvez-vous expliquer des jeunes militaire ou bien commandement civil? Non, mais l'armée, c'est un instrument de politique publique. C'est-à-dire qu'on a doté à l'administration publique une armée. L'armée est au service et sous le commandement civil. Ce sont les civils qui gèrent l'armée. L'armée n'est qu'un instrument. Alors, si on avait un commandant en chef sérieux, aguerri, parce que ce que j'ai vu là, les défilés de mots de Félix Tshisekedi, ça prouvait à suffisance qu'il avait peur. Il n'a pas parlé avec autorité, avec vivacité, avec engagement, avec assurance. Il a parlé avec autorité quand il dit par exemple que la RDC ne pliera pas et ne reculera pas. C'est de l'autorité. Non, mais la RDC ne pliera pas, ne reculera pas. Ça ne veut rien dire. Il a dit, à moins d'escarmouche, il allait faire la guerre. Il n'a pas fait. Il a dit qu'il ne va jamais négocier avec Kagame. Il en sollicite. De négocier avec Kagame. Non, c'est faux. Il continue à demander. C'est Kagame, par contre, qu'il envoie aller négocier avec les Willy Ngoma. Mais pour la réunion de l'EAC, le président a refusé l'invitation, limite. Ouais. Certes, là, il est en train... Pour le président, il faut encore continuer à privilégier la voie du dialogue. Oh. Avec qui? Voilà maintenant la question que je voulais poser votre analyse. Ouais. Quand il faut maintenant là, à ce stade, privilégier la voie du dialogue, avec qui la RDC va dialoguer? Non. Le rebelle, la RDC le M23, Kagame, non, le Rwanda. Nous sommes en position de faiblesse, vous le savez, madame. Si Goma est tombé, c'est justement parce que M. Kagame voulait faire monter les enchères. Nous sommes en position de faiblesse. Vous pensez que c'est ce qui a occasionné cette agression rapide? Parce que non, mais effectivement, bien avant cela, on a vu Goma était sous menace de rebelles, mais Goma n'est jamais tombé. Effectivement. Il y a eu relâchement du côté du gouvernement. Ils ont renforcé leur capacité d'attaque. Ils ont pris Goma justement pour être en position de bien négocier. Et lorsque nous allons en négociation, la négociation, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. On reçoit quoi du Rwanda? Une paix factice. On donne quoi au Rwanda? Son cahier des charges. Voyez-vous? Même négocier avec le Rwanda, ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une qualité en soi. Nous devons travailler sur le plan interne. D'où l'unité nationale. Non, mais effectivement, l'unité nationale, mais pas avec lui. Il est président de la République, de surcroît congolais. Madame, aussi, quand on voit cette unité, c'est entre le Congolais. Non, mais effectivement, il n'est pas les seuls. Vous pensez que l'unité nationale veut dire on ferme la prison? Il y a de ceux qui doivent être jugés, condamnés pour autre raison. Quand vous demandez à Tshisekedi de démissionner aujourd'hui, vous parlez outre de le cahier des charges proposé par Martin Fayulu, quand il demandait au père des équipes de revenir à tous les politiques, question de créer la cohésion nationale. Comment peut-on créer cette cohésion nationale aujourd'hui pour faire face à ces complots internationaux sans pourtant en demandant à Tshisekedi de démissionner aujourd'hui? Non, mais pourquoi voulez-vous que je réfléchisse sur une solution qui n'est pas la mienne? Moi, je vous dis, et je suis clair, il faudrait
devait extirper du commandement, donner la chance à la République d'avoir un commandant en chef aguerri, sérieux, suffisamment outillé. Nous devons arriver à consolider l'unité nationale pour que justement nous arrivions à mobiliser le moyen essentiel afin de résoudre le problème et de manière durable. Ce n'est pas en faisant de yeux doux à M. Félix Tshisekedi qu'on va résoudre le problème. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes butés au problème de commandement. Chers amis, lorsqu'on fait des nominations fantaisistes, lorsqu'on n'arrive pas à mobiliser le moyen nécessaire, parce que n'oubliez pas, c'est pendant que nous sommes dans une situation de guerre qu'il y a eu plus de détournements. Et je pense qu'il y a un lien avec ce qu'il y a comme résultat. C'est-à-dire qu'on a permis aux gens à détourner le fonds public pour que l'État soit dans l'incapacité de financer ces opérations. Dites-moi, entre la situation de la guerre et la construction du centre financier, qu'est-ce qui était prioritaire d'après vous? Et la construction de Kin Arena, qu'est-ce qui était prioritaire? Ils ont détourné l'argent. On a fait sortir près de 5 milliards 400 millions qui sont difficiles à retracer pendant que nous étions dans une position de guerre. On n'a pas su augmenter les soldes de militaires. On n'a pas su faire une dotation à l'armée. Nous ne sommes pas arrivés à recruter, à former, à déployer et à gérer la carrière de militaires. Vous pensez qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est de protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi? Non. Au vu de tout ça, peut-on affirmer aujourd'hui que Tshisekedi, c'est ce président-là c'est un traître qui n'écoute pas les opinions des autres? Vous avez suivi même la réaction du Camerounais Charles Onana au début de cette situation qui a dit que j'ai alerté durant toutes ces années concernant ces complots internationaux, mais les autorités congolaises n'ont pas écouté, sans pourtant faire allusion à Adolphe Mouzitou, l'ancien premier ministre qui a alerté depuis un moment, c'est une possibilité de construire un mur avec les Rwandais. Peut-on dire que Tshisekedi et son régime ont tellement négligé cette situation jusqu'à ce qu'elle devenir macabre aujourd'hui? Chers amis, vous devez savoir que Félix Tshisekedi n'a ni la capacité de refuser, ni la capacité d'accepter. Comment ça? Ah oui. Il n'a ni la capacité de refuser, ni la capacité d'accepter. Refuser ce qu'on lui demande et accepter ce qu'on lui demande de faire. Il n'a pas cette capacité. Vous savez, des fois, quand vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte qu'il est plus dans les artificiels. Vous voyez par vous-même comment il est arrivé pour faire son discours. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de comédie du genre cinéma. Probablement qu'il voit ça dans les films des Américains. On ouvre la porte, il est quelque part là, on dit venez. Il vient et puis paf, il descend les escaliers. Un discours en temps de crise. Non mais effectivement, mais voilà pourquoi j'ai dit il y a plus d'artificiel que du vrai. Tout est faux. Mais la population avait besoin de sa cellule de communication. En fait son président durant ce moment. Oui, mais pourquoi avoir créé une scène justement pour qu'on sache qu'il aurait perdu du poids et ainsi de suite. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas directement touchés par rapport à cette situation-là. Lorsqu'on lui fait des propositions, on lui dit, messieurs, il ne fallait pas approcher le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, voilà, le Congo est aujourd'hui au devant de la scène. Nous sommes ouverts. Le pays était en autarcie. On était enfermés. Il y avait un problème de diplomatie. Il y a une diplomatie agissante. On devait ouvrir la maison Schengen. On a permis. Et telle ambassade est arrivée. Et nous sommes arrivés. Il a même accrédité un ambassadeur criminel chez nous. Lui pensait que c'était une solution. Alors, qui vous dit qu'aujourd'hui les choses ont évolué? C'est-à-dire que, en gros, nous avons un président qui est en train d'être manipulé. Manipulé par qui? Non, mais justement par les centres d'intérêt. Par les centres d'intérêt. Alors, M. Alain Bozojoa, aujourd'hui, au vu de cette situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, quel rôle pouvez-vous donner à l'Ouganda, à voisin? Il y a certains Congolais qui pensaient que accuser le Rwanda sans pourtant à dire des vérités concernant l'Ouganda qui serait lui aussi parmi ces pays-là qui manipulent ou bien qui est dans ces complots internationaux face à la RDC. Bon, en tout cas, je suis surpris de voir, parce que vous insistez là, chaque fois là-dessus, le complot. Mais le complot a commencé depuis 1885. Le complot contre l'État congolais, ça a commencé bien avant.
depuis la reconnaissance internationale, le complot a commencé. Le roi des Belges a connu cette réalité. Tous les rois des Belges. La Belgique a connu cette réalité. Papa Kassavou a connu la même réalité. Mobutu a connu la même réalité. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, bref, tous ceux qui vont accepter d'assumer la fonction du président, sachez-les très bien qu'il y aura toujours un complot contre l'État congolais. Ça, ce sont des évidences. Mais il faudrait maintenant mettre en place une intelligence situationnelle pour survivre au-delà de ces complots. Qui doit mettre Non, mais fort malheureusement le leadership du pays. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le pays est sous-géré. Les gens n'ont pas développé cette intelligence. Parce que pour avoir Bunagana, il fallait impérativement utiliser l'Ouganda comme base arrière. Même Félix Tshisekedi est en coopération militaire avec l'Ouganda. Le Rwanda nous attaque. Mais il y a des alliés, l'Ouganda en l'occurrence, qui étaient sur place. Le Rwanda n'a pas pris position contre le Rwanda en notre faveur. Les troupes de l'EAC. Alors, pourquoi avons-nous un allié chez nous qui est incapable de combattre le Rwanda, qui est effectivement notre ennemi? Pourquoi? Parce que justement, Félix Tshisekedi ne comprenons pas que ce que le Rwanda fait entre dans la suprématie Tutsi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer cet état des choses. Et parmi les géniteurs de cette vision de la suprématie nilotique, il y a notamment Museveni. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un complot, parce qu'il y a une mutualisation des intérêts. D'un côté, il y a les intérêts des Occidentaux, de l'autre côté, il y a les intérêts de ce que vous appelez les nilotiques. Bref, toute cette race-là, qui veulent imposer leur volonté, leur hégémonie sur les restes de Bantou. Et ils sont dans cette logique-là. Alors, aller vers l'Ouganda, faire de l'Ouganda un allié, c'est être naïf. Et de ceux qui pensent que cette guerre, c'est l'Ouganda qui les fait à la RDC, le Rwanda n'est que sur les terrains diplomatiques. Vous partagez les mêmes avis? Non, ils le font ensemble. Et il n'y a pas que ces deux pays, il y a tout un réseau. EAC a été créé justement pour atteindre cet objectif-là. Parce que si vous regardez l'intervention de EAC, c'était la partie orientale, n'est-ce pas? Les opérations militaires ont été menées dans cette partie. Les revendications du Rwanda et de l'Ouganda et même du Burundi, c'est dans cette partie. Si le Burundi aujourd'hui n'intervient pas, justement parce que la personne du président burundais n'est pas dans la vision Imatuchi. Mais au nom de l'intérêt général, pourquoi vous de l'opposition, si vous avez quand même des notions, des propositions pour mettre un terme à cette guerre qui date de longtemps, pourquoi vous ne le faites pas? Vous attendez simplement que Tshisekedi puisse partir pour que demain ou après-demain vous puissiez mettre ça en exercice pour l'intérêt de la population congolaise. Non, mais si le courant ne passe pas, il faut voir les fusibles. Qui est le traître en chef? Le haut traître. Et qui vous dit que nous ne faisons pas de propositions? Lorsque nous disions à Félix Tshisekedi, attention, ne faites pas confiance au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays ami. Le Rwanda, c'est un pays ennemi, un pays crédible. On fait ça à la télé, pourquoi pas demander l'audience, du président. Oh, cher ami, pas jusque-là, cher ami. Au nom de l'intérêt. Ça c'est une manière de m'insulter. Qu'est-ce que je gagne si je vais vers Félix Tshisekedi? Je gagne quoi? En intelligence, en tout. Vous ne gagnez pas certainement, mais c'est les Congos qui vont gagner. Oui, mais respecter la Constitution, respecter la norme de gouvernance, respecter le principe de gestion de la défense nationale. Même dans cette période où le pays a besoin de l'unité de la Congo. Non, mais l'unité avec des traîtres, ça, cher ami, l'unité avec des traîtres, ça ne sert à rien. Tshisekedi est plus traître que Kagame ou bien... Mais Kagame n'est pas traître. Nanga n'est pas traître. Non, mais oui, effectivement, Nanga a été créé dans les conditions de Tshisekedi. Kagame ne peut pas être un traître, il n'est pas de nôtre. Kagame, c'est un ennemi. Ne comprenons pas les choses. On peut être traître que si on appartient à une communauté. Kagame n'est pas notre frère, c'est le frère à Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui a donné le moyen au M23 aujourd'hui. Alors, vous avez suivi ces deux conseils de sécurité organisés par ce rappel de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les réactions des pays, que ce soit au niveau de l'Occident ou bien encore des pays au niveau de l'Afrique. Selon vous, quelle attitude que la RDC aujourd'hui a adopter vis-à-vis de tous ces pays qu'à l'époque on considérait comme des pays frères, c'est les
disait en tout moment, ce sont nos frères, vous avez suivi la Chine, vous avez suivi le Japon, vous avez suivi les États-Unis, c'est qu'ils disent, il n'y a aucun de ces pays qui arrive à condamner directement à le Rwanda ou bien à citer le nom de Kagame, à part certainement les Burundais. Non, mais je tiens à vous dire, Félix Tshisekedi a signé 2 documents qui n'ont jamais incriminé Kagame. 2 au niveau international, au niveau de la sous-région et même au niveau africain. 2. À Nairobi, il n'a jamais incriminé Kagame. Lui, Félix Tshisekedi. À Luanda, il n'a jamais incriminé Kagame. Peut-il nous brandir un document où lui l'a signé, incriminant Kagame? Peut-il nous donner un document où lui, il a porté plainte contre Kagame? C'est lui. Il est en train de vous mentir. Il est en train de nous trahir. La communauté internationale vit grâce et son comportement dépend du degré d'intérêt. La Chine, la Russie étaient bien positionnés pour être nos alliés. Nous avons fait pression à M. Félix Tshisekedi pour explorer l'idée d'aller vers ces 2 pays. C'est lui qui a ouvert le dossier pour l'annulation pure et simple du contrat chinois. C'est lui. Nous lui disions, pourquoi faites-vous cela? À l'époque de l'ambassadeur qu'on appelait Nzita, Hammer. C'est lui qui avait lancé ces débats. Parce que, cherchant à séduire les Américains, il voulait mettre fin au contrat chinois. Et nous lui avons dit, attention messieurs, ce que vous faites, ça ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Il n'a pas compris. Il a envoyé 2 fois, je dirais même 3 fois, ses ministres en charge de la défense en Russie. La Russie était prête de soutenir les opérations militaires. Félix Tshisekedi a nié devant tout le monde. Il n'a pas dit qu'il avait l'intention, n'est-ce pas, d'aller vers la Russie pour avoir son accompagnement. Alors dites-moi, vous voulez que quel pays puisse les soutenir? Brazzaville a soutenu le Congo, mais Brazzaville est en coopération avec le Rwanda. L'Angola, son allié, qu'a-t-il dit? Il faut privilégier le dialogue. Tous les États, il n'y a eu que 2 pays qui ont pris position. Et parmi ces pays, il y a un pays qui a été négligé par M. Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Parce que les autres n'ont pas pris position, comme l'a dit Daniel Roland-Lai, quelle est l'attitude que la RDC devra dorénavant adopter face à ces différents... La RDC doit avoir un commandant en chef sérieux, aguerri, crédible. Vous avez un président qui est peu recommandable. C'est ça la problématique. On y revient. Alors, je tiens à rappeler que, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien. C'est avec monsieur Alain Bolodjoa que nous sommes en train de changer autour, justement, de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il est président du parti Les BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. Alors, ces différentes analyses vont certainement aider à bâtir un Congo fort et émergent, comme le dit si bien le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on revient sur ce plateau, monsieur Alain Bolodjoa, parce que vous étiez dans la brèche de la communauté internationale. Pensez-vous qu'avec l'arrivée de l'administration aujourd'hui, Trump, les choses peuvent bouger au niveau de ce conflit? Oui, c'est probable. Ça sera, estimez-vous, en faveur de la RDC? Non, mais ça dépendra de comment on va négocier. Parce que les Américains sont des capitalistes. Si vous avez besoin d'eux, il faut apporter quelque chose. Et c'est de la notoriété publique. Félix Tshisekedi n'est pas digne de confiance. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne fait pas. Il ne fait que ce qu'il ne dit pas. Est-ce que le président était inactif durant tout ce temps? Non, mais effectivement, il a fait des choses qui ne pouvaient pas apporter des solutions aux problèmes congolais. Il n'a fait que nous enfoncer davantage. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Félix Tshisekedi n'est pas crédible. Sur base de quoi il ne l'est pas? Non, mais effectivement, parce que tout ce qu'il dit, il ne fait pas. Il ne respecte pas sa propre parole. Et cela est connu de tout le monde. Le président s'est expliqué, parlant de l'escamouche, il a dit qu'il n'y avait pas encore eu élection Madame, il y a eu élection, toutes les institutions sont installées, Goma vient de tomber, maintenant là, il a tout le moyen de le faire, mais il ne le fait pas. Parce qu'il est encore en train de privilégier justement la voie diplomatique. Non, mais quand il disait ça, quand il disait à moins d'escarmouche, il privilégiait quoi? Il n'y a rien, madame.
Parce que si vous voulez séduire la communauté internationale, il faut arriver, n'est-ce pas? Il faut impérativement arriver à avoir un commandant en chef, un président crédible. Quand il va négocier avec les autres pays, que l'on sente que ces messieurs, ce qu'il dit, il va le faire. Celui qui ne respecte pas sa parole n'est pas digne de confiance. Avec l'administration Biden, on a vu comment il a dépêché son envoyé vers le Rwanda, échanger avec le président Kagame. Oui. Justement, ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Je vous ai dit ici, les Américains, d'ailleurs, ce sont les puissances qui bénéficient de la situation de guerre. Parce que le Rwanda ne transforme pas nos coltans, le Rwanda ne transforme pas nos matières premières. Le Rwanda ne sert que de trait d'union entre les exploitants qui font, ceux qui prennent nos ressources ici et ceux qui les achètent. C'est-à-dire c'est ça le rôle qu'on fait jouer fort malheureusement au Rwanda et à certains autres pays. Alors militairement parlant, est-ce que la RDC aujourd'hui se voit de se rediriger vers la Russie pour plus de renforts en termes c'est qu'il n'a pas la capacité de prendre ce genre de décisions. Madame, j'insiste là-dessus. Il n'a pas la capacité de prendre ces décisions parce qu'il a une corde au cou. Vous voulez dire que la RDC aujourd'hui, c'est un pays qui manque des positions plutôt? Non, mais bien évidemment. D'ailleurs, la RDC aujourd'hui, c'est un aliéné volontaire de l'OTAN. Comment ça? C'est-à-dire que la RDC a accepté d'être un aliéné volontaire de l'OTAN. Volontairement, on est aliéné. Sur base de quoi vous dites que ça? Non, mais justement parce que quand la Russie avait proposé à notre armée, à votre fameux gouvernement son appui militaire ou son appui en termes d'équipement, qui ont refusé? Mais certainement les gouvernements avaient peur qu'ils... Ah, alors voilà, c'est volontaire. Vis-à-vis de la pression de l'Occident. Non, mais vous venez de confirmer ce que j'ai dit. Je n'ai rien confirmé. Non, mais vous l'avez confirmé avec vos mots. Alors... Hein, vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons avoir quelqu'un qui a le courage de prendre des décisions contre ces intérêts-là. Ou sinon, de réduire ces intérêts ou leurs effets sur nous. Parce que ce qui est vrai, je ne vais pas demander à la République démocratique du Congo de basculer totalement vers BRICS ou d'être du côté de l'OTAN. Restons indépendants, qu'on négocie, qu'on peut être en coopération avec le pays de l'OTAN et avec le pays de BRICS. L'essentiel, c'est de voir nos intérêts. C'est ça ma position. Mais fort malheureusement, pour avoir cette capacité de prendre position, il faudrait avoir assez d'énergie. Et c'est ce que je ne vois pas en Félix Tshisekedi. Mais il en a, et même son entourage, le président n'est pas seul, il s'est fait entourer. Citez-moi 2 personnes sérieuses à côté de Félix Tshisekedi. 2. Là, vous voulez renverser le rôle. Ah, vous ne pouvez pas les citer? Non, moi je ne renverse pas le rôle. C'est moi qui pose les questions, vous répondez. On parle de cette ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Oui, elle parle bien français, oui. Elle parle bien français, l'anglais, l'allemand. Elle parle bien français. Non, elle parle bien français. Non, mais son apport. Quel apport? Elle a obtenu quoi? Non, dites-moi, elle a obtenu quoi? Mais elle est en train de conseils, tout de pousser quoi? Fini. Non, vous êtes séduit par le français. Ceux qui connaissent l'histoire de ces pays... Mais son prédécesseur ne parlait pas français, si? Non, il parlait français, effectivement. Il a fait les mêmes déclarations. Il est allé même signer certains accords contre nous. Il vous souviendra que dans la même salle, il y avait un certain Gata. Il était, je crois, notre ambassadeur près des institutions des Nations Unies. Il a tenu le même propos. Il vous souviendra, dans le même contexte, il y a un certain Pascal Nyembo a tenu le même propos. Quels en sont les résultats? Vous êtes séduit par les discours. Oh, il n'y a aucune politique. Madame, tel que je vous dis là, nos ambassades sont sous-gérées. Nos ambassadeurs ne travaillent pas de manière optimale. Nous n'arrivons pas à mettre en place une politique diplomatique à même d'accompagner ce que vous appelez vision. Il n'y a que des acteurs que nous voyons. On voit la ministre. Au lieu de voir le ministère des Affaires étrangères, vous me parlez de la ministre. Quelle est la force que vous sentez être dégagée du ministère de ces ministères? Il n'y en a pas. Alors, du régime Kabila au régime Tshisekedi d'aujourd'hui, mais c'est Alain, quel est ce régime-là où Aucun. La politique internationale de la RDC est faible? Aucun. Parmi tous sont faibles. Tous ont été faibles. Kabila, tous sans exception. Aucun.
Je me pose la question quand même concernant Paul Kagame. Ce monsieur, au vu de son comportement ces derniers temps, vous avez suivi ces échanges de paroles avec les présidents sud-africains par rapport au décès des soldats de l'Afrique d'ici en RDC. Kagame aujourd'hui, ça donne l'impression à une personne qui est en train de s'attaquer à tout le monde, que ce soit à la RDC ou bien à d'autres parmi ses homologues présidents. Est-ce que cela peut dire aussi que lentement mais sérieusement, on va vise à la chute d'un bourreau qui était certainement une grande taille, mais aujourd'hui, vu la pression internationale, Kagame commence à chuter peu à peu. Bon, je pense que c'est un mégalomane, quelqu'un qui pense tout connaître, tout pouvoir, tout faire. Mais en réalité, Kagame, c'est un être faible. Mais en face de lui, il a des gens plus faibles que lui. Kagame n'est pas fort. Donc Kabila aussi était faible. Mais bien évidemment. On n'a jamais connu un président fort. Dans ce pays? Jamais. Depuis que le Congo est état? Jamais. Ce sont des présidents faibles, mais qui sont en face d'eux, qui ont en face d'eux des gens plus faibles qu'eux. Prenons Kagame. Savez-vous que Kagame vit sous le mamelon de la communauté internationale? Financièrement, Kagame dépend des pays. Il n'a pas une forte économie. L'essentiel de sa population vit dans une pauvreté exécrable. Ce n'est pas ce qu'on vous montre. Aujourd'hui, si nous avons mis en place une bonne politique, si on n'avait pas fait des déclarations tapageuses du genre « on va renverser le régime de Kagame », on pouvait y travailler et fragiliser son pouvoir en interne. Le Rwanda, c'est un État fragile. Mais ils ont créé une sorte de bouclier. Ils ont dit à la communauté internationale, nous les Tutsis, nous sommes en voie d'extinction. Nous devons être protégés. On est en train de nous massacrer. Et c'est ce qui est resté. Il a manipulé la France. Parce que la France était l'un des acteurs majeurs pendant ces génocides-là. Et c'est comme ça qu'il fait du chantage au sein des États. Ça a amené même les présidents français au Rwanda. Effectivement, la France est prise en étau. La France n'arrive plus à intérioriser sa puissance justement parce que le Rwanda les utilise, les manipule à souhait. C'est ça d'ailleurs le combat de Charles Onana, qui n'a pas été soutenu du reste par votre gouvernement. Et donc, tel que nous sommes là, l'Afrique du Sud a des intérêts chez nous. Le Zimbabwe a des intérêts chez nous. La Zambie a des intérêts chez nous. L'essentiel de ces pays de la SADC ont des intérêts chez nous. Même l'Angola a des intérêts chez nous. Parce que nous avons un problème avec les IC. Mais comment capitaliser ça pour que ces gens-là, qui sont déjà asphyxiés par rapport à leurs économies, parce qu'ils ont un problème d'électricité, c'est nous qui sommes la solution. Ils ont un problème de mine, c'est nous qui sommes la solution. Comment arriver à capitaliser ça pour en faire des alliés de guerre? Jusque-là, je ne sens pas cette intelligence. Et voilà pourquoi les gens se contentent de dire, oui, il y a des déclarations qui sont faites des deux côtés, ça peut nous profiter. Mais vous n'avez rien fait. On peut avoir guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda sans nécessairement que ça soit en notre faveur. La RDC aujourd'hui est certainement un État en déliquescence. Si vous étiez à la place de Tshisekedi... Non, je ne peux pas être à sa place. Si j'étais à sa place, comment? Si j'étais président. Non, mais ne dites pas que je dois être à sa place. Dites plutôt si vous étiez président. Si vous étiez président. Parce que être à sa place veut dire être là par devoir frauduleux. À sa place comme président. Ah bon? Alors, lui, vous êtes à sa place. Très bien. Comme président. Non, c'est simple. Oui. C'est complexe, mais c'est possible. Il faut être sérieux dans la gestion. Gérer rationnellement les finances publiques. Donner à tous les départements le moyen de bien fonctionner. Mobiliser plus le moyen pour l'armée et pousser la population à faire confiance aux institutions. Vous avez vu, la population est sortie dans la rue. Une frange de la population est sortie dans la rue. Mais interrogez tous ceux qui sont descendus dans la rue. Pourquoi sont-ils là? Mais chacun donne sa position. Nous n'avons pas confiance aux institutions. Personne dans cette ville a confiance aux institutions. Personne. Même Félix Sekei n'a pas confiance aux institutions. J'ai suivi mon papa qui disait que nous sommes prêts à soutenir notre armée, mais non. Ah, je le félicite et je l'encourage d'ailleurs. Lui, il a compris. Petit à petit, nous tendons déjà vers la fin, voulais-je dire, de ce magazine. Alors, Monsieur Alain Bolodjoa, ma question. Pas de processus au point mort jusque-là.
Pas d'issue diplomatique, plutôt des processus au point mort, pas de déclaration de guerre. Est-ce que vous voyez, voyez-vous des issues quant à cette situation dans l'avenir? Oui. Moi, je crois que c'est une réalité dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Mais nous devons avoir des procédés qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? Non seulement de restaurer la paix, mais de maintenir notre intégrité territoriale et notre dignité. Parce que s'il va s'agir de faire la guerre toute la vie pour préserver les 2 345 409 km² et notre dignité, je préfère que l'on fasse la guerre toute la vie. Aujourd'hui, il peut y avoir des solutions palliatives ou des solutions symptomatiques. C'est-à-dire qu'on vous dit non, voilà, il n'y a plus que crépitement des balles. D'aucuns appelleraient ça paix. Mais c'est une paix factice. Si le Rwanda arrive à obtenir ce qu'il nous exige maintenant là, c'est fini. Il demandera plus. Non seulement qu'il demandera plus, mais les autres pays feront la même chose. N'oubliez pas que nous avons un problème de terre avec l'Angola. Nous avons un problème au niveau des zones d'intérêt commun. Nous avons un problème au niveau des Kayemba. Nous avons un problème avec la Zambie. Nous avons un problème avec le Soudan du Sud. Nous avons un problème avec l'Ouganda. Nous avons également un problème avec le Burundi. Alors, ce que nous devons faire, nous ne devons pas abdiquer à notre responsabilité. Nous avons hérité 2 345 409 km². Nous devons le maintenir. Pas question d'avoir des dialogues, des négociations qui mettent en mal notre souveraineté. Donc, il y a possibilité de solutionner le problème. Ma condition, d'avoir un commandant en chef aguerri et des institutions sérieuses. En réalité, si M. Félix Tshisekedi était suffisamment sérieux, il devait faire tomber ces fameux gouvernements de la honte. Des gens qui sont plus en 41, au lieu d'investir dans la crédibilité des institutions, voilà ce qu'il y a. Vous avez suivi Moïse Nzangi, non? Il a dit des vérités, mais il est crucifié par qui? Par le membre de sa propre famille politique. En guise de quoi? Et pourtant, il vous dit, nous n'avons plus la maîtrise de Goma. Ce n'est pas une honte de dire à la population, nous avons failli. Dites la vérité à la population pour arriver à la mobiliser et probablement mettre en place des mécanismes. Ils disent que c'est faire l'apologie, c'est se propulser l'ennemi en tenant... non, mais qui vous dit que l'ennemi ne communique pas? L'ennemi communique aussi. Parce que si vous dites que quand ça vient du camp congolais, c'est faire l'apologie en fait de l'ennemi. Ils ne sont pas sérieux. Voilà pourquoi je vous dis, ils ne sont nullement sérieux. Madame, si je vous dis que j'ai un problème financier, vous pouvez vous moquer de moi. C'est une évidence. Alors comment voulez-vous que vous puissiez m'aider si vous ne savez pas ce que j'ai? Dites à la population, parce qu'à une certaine époque, quand Goma était tombé, le gouvernement a dit que Goma était tombé, la population s'était mobilisée. Il y a eu plus de 80 000 jeunes qui étaient prêts à intégrer l'armée, bien que l'État n'était pas en mesure de financer les opérations de formation. Donc nous pensons que nous devons, s'il y avait un président sérieux, on devait mobiliser la population, faire en sorte que les jeunes puissent réintégrer l'armée, à condition aussi de préparer le terrain, non seulement pour leur formation, mais aussi pour leur gestion de carrière. J'ai suivi mon aîné Jean-Pierre Bemba. Il a lancé l'appel aux jeunes. Il a lancé l'appel aux gens pour intégrer l'armée. Je lui pose la question. Quel est le centre de formation qui peut former du coup 5000 personnes? C'est où? Quels sont les dispositifs qu'ils ont pu mettre en place pour former ces jeunes? Quel est le budget prévu pour la formation? Quel est le niveau, la quote-part de l'armée en termes de rémunération? Quel est le mécanisme de traitement de la gestion de carrière des militaires? Vous appelez les jeunes, les enfants d'autrui, pour aller se mettre sur le fil afin d'attendre 200 000 francs, alors que vous, déjà, votre institution consomme l'essentiel, ou votre pouvoir consomme près de 60% du budget national. Non. Réparer, d'ailleurs, moi je pense que la solution est la meilleure, c'est leur départ, que le Congolais, le vrai Congolais, les citoyens pétris des valeurs, puissent être là et éventuellement redistribuer. Donc, c'est là l'issue, les départs de ces régimes. En tout cas, si vous ne le faites pas, ne comptez pas sur moi. Alors, dernière question pour Chitéré et Michel, avant de remettre la parole à Mme Mania. Monsieur Boulodjoa,
cette guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi communicationnelle. Exact. Comment trouvez-vous la communication du gouvernement congolais face à cette situation d'insécurité? Bon, je vois qu'ils font la même communication que ça et ça. Ça y est, c'est de la comédie. Voyez-vous? Vous savez, quand ça conçoit, met en place un concept, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche que le concept soit vu par un grand nombre. Il s'attend justement à faire rire. Cela peut ou n'est pas avoir des retombées sur lui. C'est-à-dire qu'il devient populaire, mais il ne gagne rien. Voyez-vous? C'est-à-dire que si vous visez le bénéfice, les lucres, quand vous mettez en place un concept, il faudrait mettre en place les mécanismes de gagner. C'est-à-dire qu'ici, on communique pour séduire. On ne communique pas pour orienter. C'est-à-dire qu'on veut que, quand on parle, que tout le monde ait l'information. Voilà pourquoi ils visent les chaînes. Voilà, on passe dans telle chaîne, lorsqu'on va communiquer, les gens vont écouter ce que nous allons dire. Mais personne ne se pose la question si l'objectif de la communication est atteint. Vous savez qu'aujourd'hui, parler de Félix Tshisekedi dans ces pays, surtout dans cette ville, c'est perdre son temps. Personne n'a confiance en lui. Vous allez vendre un produit impropre à la consommation. Mais si vous mettez l'accent sur l'État, sur la problématique de la défense, tout le monde est alerté. Tout le monde veut. Mais maintenant, la population attend à ce qu'on lui dise voici le procédé et voici les résultats attendus. Personnellement, je ne sais pas. On dit quoi? Bendele Ekouyaté. Oh, mais Bendele, c'est quoi? C'est le drapeau, non? Ekouyaté, ça veut dire quoi? On doit combattre le Rwanda. Jusqu'à arriver à dire nos militaires sont au Rwanda. Oui, mais quelle est leur base opérationnelle? Base arrière. Ils sont au Rwanda, d'après ce qu'on nous a dit. Mais que font-ils? Quels sont les moyens pour qu'ils puissent avancer? Parce que si vous êtes chez autrui et que vous n'avez pas de base arrière, on vous écrase. Il y a eu beaucoup de morts. Justement parce que les gens ne savent pas communiquer. Non, Bolobate, tout ça. Bon, ça, la proposition à Monguna, oui, c'est Olobité. Vous remplacez Kolobana, c'était par quoi? Il n'y a rien. Et on pense que seule la télévision suffit. On fait sortir les gens. Ce qui est surprenant. Il y a eu combien de personnes? Parce que la ville de Kinshasa a une population estimée à près de 15 millions. Vous avez vu l'engouement. Tout le monde a manifesté. C'est vrai. Est-ce que sommes-nous arrivés à mobiliser ne fût-ce que 3 millions? Et les sceptiques, pourquoi les gens n'ont-ils pas manifesté? Parce qu'ils se méfient des institutions. La meilleure manière, c'est d'abord crédibiliser l'institution. C'est-à-dire que la communication qui doit être faite doit être celle de convaincre la population de la crédibilité des institutions. Or, lorsque vous avez un pouvoir de menteurs qui ont fait l'expérience de mentir, et ils ont tellement menti sur toutes les questions qu'ils n'ont plus la capacité de convaincre. Le jour où les hommes sérieux auront le pouvoir, parce que la confiance, c'est un élément essentiel. Si vous n'avez pas confiance à l'émetteur de l'information, les restes, ça ne sert à rien. Et vous envoyez un monsieur comme Mouyaya communiquer. Non, c'est le ministre. Non, mais c'est un monsieur. Oui. Non, mais c'est un monsieur. Bon, en qualité. Non, en qualité, il a été envoyé en sa qualité de ministre de la communication. Non, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur Woloja, d'avoir répondu à nos différentes questions. L'émission est terminée. Votre mot de la fin. En tout cas, je pense que l'espoir est permis. Nous avons toutes les raisons d'espérer résoudre cette problématique. Ce que nous devons faire, c'est simple. C'est d'abord avoir des gens sérieux, crédibles, pour que nous arrivions effectivement à fédérer les énergies dans le sens d'atteindre nos objectifs. Si nous restons avec ces gens qui soufflent le chaud et le froid, on ne fera rien. Et ça ne sera même pas bénéfique pour la nation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa, d'avoir honoré notre invitation. Merci à monsieur Daniel Roland-Laye, patron. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de CMS13 Télévision qui a concouru justement à la réalisation de ce magazine. On se retrouve demain pour le dernier numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Bendele Ekouyaté. J'emprunte le mot du ministre.